Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. Et c'est avec Denise Epoté de TV5 Monde, Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et Vincent Hugeux, l'Express. Et c'est autour de deux sujets dans cette édition de rentrée. Le Kenya, où la Cour suprême a annulé l'élection présidentielle du 8 août dernier pour irrégularité. Une manifestation d'indépendance de la justice saluée un peu partout en Afrique. Et puis au Cameroun, le président Paul Biya fait lever les poursuites judiciaires contre les leaders anglophones, mais tout le monde n'a pas été libéré. Et le geste présidentiel ne répond pas aux causes de cette contestation des régions anglophones. D'abord le Kenya, donc, et sa dernière élection présidentielle invalidée par la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. Un nouveau scrutin est prévu le 17 octobre pour départager seulement les deux seuls finalistes de l'élection retoquée. D'abord, le sujet résumé par Karine Barzegar de TV5 Monde. Devant la scène, une foule dense, compacte, attend Raila Odinga. Les uns brandissent la constitution du pays, les autres des pancartes qui le proclament déjà 5e président du Kenya. Lorsqu'il arrive enfin au meeting, le chef de l'opposition est acclamé tel un héros et le rassemblement prend presque des allures de fête de la victoire. Je veux féliciter la Cour suprême du Kenya qui devrait être candidate pour un prix Nobel de la paix. Raila Odinga, lui, s'en prend une nouvelle fois à la commission électorale et à ses responsables qu'il accuse d'avoir volé l'élection. Pour lui, c'est clair, ils doivent partir. Ce ne sont pas des dirigeants légitimement élus. On ne peut pas forcer les Kenyans à aller aux urnes dans une élection supervisée par des voleurs. On ne l'acceptera pas. On ne peut pas mettre nos brebis dans un enclos avec des hyènes. Ils ne peuvent pas protéger nos votes. On n'ira aux urnes que si l'on est certain que ceux qui l'organisent ne prennent pas parti pour les uns ou pour les autres. Sous le feu des critiques, la commission électorale est sortie de son silence lundi pour annoncer la date de la nouvelle élection, le 17 octobre prochain. 1 mois et demi. Un délai bien court pour organiser un scrutin crédible. Mais l'annonce rapide de la date satisfera sans doute le président sortant qui l'exigeait depuis samedi. Nous ne nous occupons plus de la justice. La justice a fini son travail et la Cour a dit qu'il fallait recommencer. N'est-ce pas? Ils ont donné 60 jours à la commission électorale, donc nous attendons d'aller aux urnes et nous voulons que cette date soit annoncée vite, vite, vite. C'est désormais chose faite. Une nouvelle campagne s'ouvre donc au Kenya. Seulement cette fois, selon la commission électorale, seuls 2 noms, Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, figureront sur les bulletins de vote. Voilà, et dans le sujet, pour nos auditeurs de RFI, on a entendu les deux protagonistes de cette élection s'exprimer, à savoir tout d'abord Raila Odinga et puis Uhuru Kenyatta. Alors là, cette annulation, Denise, est sans précédent, une élection présidentielle annulée en Afrique. Alors si on prend le cas de la seule Guinée-Conakry en termes de réaction, cette décision est aussi bien applaudie par Cellou Dalein Diallo, qui est le leader de l'opposition, que par le président Alpha Condé, président également en exercice de l'Union africaine. D'où ce caractère véritablement inédit. Et puis l'application de la séparation des pouvoirs chez Montesquieu. C'est vrai que c'est une première, peut-être même mondiale, parce que je n'ai pas souvenir que... Il y a eu des élections retoquées en Ukraine, en Autriche, en Haïti. En Autriche, en Haïti. En Afrique, oui. en Afrique, en tout cas, c'est inédit. Et c'est encore une fois, la leçon vient d'un pays anglophone pour bien montrer que la séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif est réelle dans ces pays anglophones. On se souvient qu'en Côte d'Ivoire, il avait été question juste de recompter quelques voix dans une circonscription, pas plus tard qu'au mois d'août, c'était au Gabon, et on a bien vu que les présidents des cours constitutionnelles s'étaient refusés à prendre cette décision, ce qui prouve bien qu'il y a une indépendance de la justice. Pour finir, je dirais que c'est pour le Kenya. Encore une fois, même si Uhuru Kenyatta a eu des mots durs à l'endroit d'Odinga, c'est quand même pas la première fois qu'il respecte le droit. Absolument. On l'avait vu il y a 3 ans, quand il avait été convoqué par la Cour pénale internationale, il s'est rendu à la Haye avant que son procès ne soit annulé. Voilà, alors sur cet aspect, Vincent, du caractère inédit de l'affirmation d'une indépendance judiciaire sur le continent.
Bien, je vais vous révéler un scoop mondial. Ali Bongo Ondimba, en son palais du bord de mer, a fait un épouvantable cauchemar. Il a rêvé que David Maraga, le président de la Cour suprême de Nairobi, le Chief Justice, comme on l'appelle là-bas, n'était pas kényan, mais gabonais. Bon, et puis il s'est réveillé et il a été donc intensément soulagé. Alors un cauchemar pour Ali et un rêve, un doux rêve pour Ping. Filons cette métaphore, parce qu'au fond, oui, c'est un précédent. Oui, il y a une exception kenyane. Oui, les choses ont changé. Bien, on le sent d'ailleurs par le regain de ferveur de pas mal d'opposants sur le continent. Mais c'est quand même à la fin du bal qu'on paye le tambour. Et on ne validera cette exception kenyane que si on va au terme de ce processus électoral sans retomber dans les errements, sans que les vieux démons kenyans, souvenons-nous 2007 et dans une moindre mesure 2013, ne viennent en quelque sorte ternir cette aventure. Donc je suis frappé aussi par une sorte de pensée magique qui est en train de flotter. Quand le Zimbabwéen Morgan Tsvangirai, opposant historique à Robert Mugabe, dit « si ça se passe au Kenya, ça peut se passer chez nous », il rêve. Bien sûr. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes, la tradition politique n'est pas la même, la tradition juridique n'est pas la même. L'emprise aussi du clan est différente. Et dernière remarque, je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe, au fond assez stimulant, entre passé et modernité. Il y a quelque chose donc d'inédit. Il y a une modernité politique. Il est toujours possible de garder ou de conquérir le pouvoir par la force, par la fraude, mais le coût politique et d'image devient de plus en plus prohibitif. On l'a vu avec le putsch vintage de Ouagadougou au Burkina Faso. Donc, si vous voulez, simplement, moi, il me semble que les élites africaines doivent certes prendre appui sur ce précédent, mais sans non plus se bercer d'illusions sur, en quelque sorte, sa translation automatique partout sur le continent. Absolument. Alors, et puis, il ne faut peut-être pas non plus que ça conduise à l'idée selon laquelle que la justice, lorsqu'elle agit, si je puis dire, en faveur de l'opposition, est bonne, et que lorsque c'est le cas contraire, elle est aux ordres. Prenons par exemple le cas de l'arrestation, notamment du maire de Dakar, par exemple. Au Sénégal, oui, il y a de multiples exemples. Effectivement, c'est étrange qu'on devienne à saluer, à qualifier quelque chose qui paraît de normal. Et on parle des trains qui arrivent à l'heure, mais en même temps, c'est pas étonnant que ça arrive dans un pays comme le Kenya, qui a Nairobi, la 4e ville la plus attractive du continent. On dit souvent, voilà, le Kenya est un hub économique, donc il y a une classe moyenne qui émerge et qui aussi a besoin de respiration démocratique et de stabilité politique. Et par ailleurs, en même temps, cette Cour suprême est aussi née du conflit de 2007, de la crise post-électorale de 2007. Les Kenyans se sont assis aussi et ont mis en place une nouvelle constitution en 2010 qui a créé cette Cour suprême et d'autres dispositions pour éviter justement que ce scénario de 2007 ne se reproduise. La Cour suprême a déjà rendu une décision, donc c'est sa 2e décision concernant l'élection présidentielle en 2013. Cette fois, c'était le juge William Mutunga qui est parti en juin dernier, qui était accusé d'ailleurs d'être plutôt proche, suspecté d'être proche de Raila Odinga. Là, c'est Daniel Maraga, le juge en chef, qui a donné cette décision et qui, dès sa nomination, a fait preuve de son indépendance. Donc c'était une bonne nouvelle et que ce n'est pas étonnant que ça se passe au Kenya. Il valait mieux donc que ce soit la Cour suprême du Kenya qui ait le dernier mot plutôt que la Cour pénale internationale, comme ça a été le cas en 2008. Alors, Denis, cela dit, donc, les deux principaux protagonistes, c'est-à-dire Raila Odinga, ont eu des mots très durs, et Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta a purement et simplement traité les juges d'escrocs, et Raila Odinga, certains membres de la Commission nationale électorale, principal coupable dans cette affaire, coupable désigné, a traité certains membres de hyènes, on l'a entendu dans le sujet. Alors peut-être que voilà, ce n'est pas forcément non plus l'expression d'un fair-play, tout ça. C'est vrai, mais la violence entre les deux hommes ne date pas de cette élection. Elle remonte à la précédente élection à laquelle faisait allusion Stéphanie tout à l'heure. Ce qu'il faut saluer, c'est le fait que le droit soit respecté. Autant par Odinga qui s'en félicite, puisque aujourd'hui, cette décision est en sa faveur. Il ne conteste pas les irrégularités. Mais oui, mais Uhuru Kenyatta a décidé de respecter le droit. Absolument. Il a été dit, il le respecte. Et c'est ça qu'il faut saluer. Absolument. Et c'est cet exemple-là qu'on aimerait voir ailleurs, parce que des décisions de justice sont prises, mais ne sont jamais respectées. Je veux boucler justement le paradoxe que j'avais amorcé tout à l'heure, donc cette modernité politique-là, et puis une forme de passé. D'abord, n'oublions pas que les deux protagonistes sont des héritiers de puissantes dynasties. Absolument. L'un est le fils d'un ancien vice-président, l'autre d'un ancien président, Jomo Kenyatta. Bon. Mais, si vous voulez, n'oublions
n'oublions pas non plus qu'il faut que cet esprit de justice, ce sens de la responsabilité, l'emporte sur ce qui reste une vérité de l'échiquier politique kényan, c'est-à-dire un jeu assez pervers sur les allégeances tribales et claniques. Hein. Bon, et on ne va pas effacer ça. Mais que Uhuru Kenyatta, quand même, a essayé, je dirais, de régler avec son alliance avec William Ruto. C'est-à-dire entre les Kalenji et les Kikuyu, par exemple. On partait de très très loin, puisqu'effectivement, mais ce sont les leçons justement des violences de 2008. Je veux dire que simplement, dans l'inconscient collectif, y compris chez beaucoup d'électeurs, on le voit comme instrument de mobilisation des foules. Il y a toujours quand même cette épée de Damoclès-là, symbolique, qui pèse. Je vais juste répondre à Vincent. Il y a un écrivain kényan, alors je regarde son nom, mais excusez, qui s'appelle Ngugi wa Thiong'o. Oui, que l'on donne comme nobelisable. Il dit justement, moi je connais que deux ethnies, deux tribus en Afrique, ce sont les riches et les pauvres, voilà, qui s'insurgeaient justement vision contre sociale, cette lecture ethnique du Kenya. Mais il faut savoir aussi que, alors effectivement, rien n'est joué pour revenir à ce que disait Vincent tout à l'heure, parce qu'en ce moment, à la Commission, la Commission est assez divisée. Le président de la Commission a envoyé un mémo à son directeur général. Certains cadres ont été écartés. Ça ne plaît pas à certains commissaires. Donc il va falloir se mettre autour de la table pour qu'il y ait un compromis de tous sur l'organisation du 17 octobre. Voilà, d'où l'interrogation, Denise. Est-ce que ce scrutin, est-ce que les deux candidats vont pouvoir remonter comme prévu sur le ring le 17 octobre comme prévu, ou alors il va falloir changer de date? Beaucoup estiment que le délai est trop court. Mais il faut se confirmer au droit. Il faut se conformer au droit. C'est la Cour qui a décidé, donc on respectera la décision de la Cour. Mais on verra d'ici là quel sera le climat politique aussi, parce qu'aujourd'hui, la campagne a repris, et on va voir si on espère qu'il n'y aura pas de dérive. Un scrutin qui s'annonce tout de même serré, en tout état de cause, Vincent. Oui, et un scrutin à haut risque, clairement. Moi, je pense que l'échéance pouvait être portée jusqu'au 30 octobre. C'était 60 jours selon la loi. Bon. Ils ont décidé de ne pas aller au bout de cet échéancier, le 17, mais parce que tout simplement, on est dans quelque chose de binaire, même s'il y a eu un débat à un moment, est-ce que les autres candidats sont légitimes à concourir à nouveau ou pas? Donc en fait, les termes sont connus. Et je ne suis pas sûr qu'une campagne prolongée, compte tenu précisément de cette tension latente, aurait été extrêmement judicieuse. Et puis il y a la question des observateurs. Que feront-ils? Voilà. Alors justement, que feront-ils le 17 octobre? Alors un dernier mot justement. Alors la décision de la Cour suprême, dit-on, a discrédité ces missions d'observation. Mais question, est-ce que ces missions d'observation avaient les informations que la Cour suprême avait pour livrer leur verdict? Non, mais cela dit, moi, je pense que je suis d'accord avec ceux qui disent que ça démontre l'inutilité des observateurs internationaux. Parce que de toute façon, un processus démocratique est toujours endogène. Là, c'est les institutions kenyanes qui sont importantes et qu'on applaudit d'ailleurs de cette indépendance. Et après, il y a aussi la question de l'ingénierie électorale de ces entreprises aussi qui permettent, en l'occurrence, qui font des logiciels. C'est une entreprise française pour faire remonter les résultats, compiler les résultats. Il faut aussi que ces entreprises montent patte blanche et ouvrent leurs serveurs. Un dernier mot. Oui, grandeur et servitude de la modernité, cette fois-ci technologique. Il y a un débat qui monte en Afrique sur, au fond, est-ce que ce n'est pas plus sûr de revenir à la bonne vieille méthode des bordereaux papier, etc. Voilà. Sur les observateurs, un mot. Moi, j'ai souvent ironisé ici et ailleurs sur ces observateurs qui n'observent qu'un silence complice, arrivent la veille, passent la nuit dans le palace et visitent 2 bureaux de vote dans un rayon de 500 mètres autour de leur hôtel avant de repartir et de signer un formulaire pré-rempli sur le thème en dépit de quelques incidents locaux, etc., etc., etc. Bon, donc j'ai toujours été assez sévère. En même temps, il faut noter que la mission de l'Union européenne avait souligné en temps utile des soucis quant aux transmissions de résultats. Et c'est bien là-dessus que ça porte. Et dernier point là-dessus, il y a des missions d'observation qui sont inutiles, il y en a d'autres qui sont indispensables, notamment celles qui sont montées par des groupes de société civile qui envoient des observateurs locaux dans tous les bureaux de vote et qui ensuite compilent et comparent avec les résultats. Et parfois, en tout cas, ces missions dérangent dans certains pays. Elles dérangent toujours. Elles sont en plus inefficaces. L'exemple du Gabon. Voilà. RFI TV5 Monde, la suite d'Afrique Presse, c'est notre deuxième sujet. Au Cameroun, le président Paul Biya a ordonné donc à la justice militaire, à la cour martiale, l'abandon des charges contre les contestataires, les militants anglophones. D'abord, le témoignage d'une des personnes, d'un des militants qui a bénéficié de cette mesure et qui a été libéré ce jeudi. D'abord, nous avons été placés dans une petite cellule qui était juste de la taille d'une pièce et demie, une pièce de 5 mètres sur 5.
Et nous étions plus de 30 à y dormir sur le sol. Les conditions pour faire sa toilette étaient très très mauvaises. Finalement, nous avons été transférés à la prison centrale de Kondegui, qui est la prison la plus sécurisée du Cameroun, à Yaoundé. C'est une prison qui est faite pour 1500 prisonniers. Mais nous étions plus de 5000 dans cette prison. Les conditions de détention étaient déplorables. Voilà, conditions de détention déplorables, hein, Denise. Plusieurs dizaines de ces militants de la cause anglophone au Cameroun ont donc été libérés à la suite de cette grâce que l'on appellera judiciaire du président Biya. Mais tous les bénéficiaires présumés n'ont pas été libérés. Et puis cette main tendue présidentielle, quand on y réfléchit, c'est une main qui n'est pas totalement ouverte, car elle ne répond pas totalement aux problèmes de fond, c'est-à-dire aux revendications de fond de cette contestation qui dure depuis 1 an maintenant. C'est vrai qu'elle ne répond pas totalement, mais il faut aussi souligner qu'une partie des revendications a déjà été satisfaite, notamment la traduction du droit des affaires, de l'OHADA, mais également la prise en compte du common law, qui est l'équivalent du droit civil français pour les Camerounais francophones. C'est vrai que c'est un signe d'apaisement, mais il ne concerne que 50% des leaders, 20 autres sont encore en prison. Donc pour la Cameroun Civil Society, anglophone Civil Society, ce n'est pas assez. Le régime aurait pu faire plus, surtout que c'est dans le cadre d'un procès global que tous ces leaders avaient été arrêtés. Donc si on n'en libère que 50, ça veut dire que pour eux, le problème n'est pas résolu. Et c'est pour ça que le mot d'ordre de grève dans les 2 provinces anglophones n'a pas été levé. La rentrée n'a pas eu lieu le 4 septembre à Bamenda, et c'est sûr que ce sera une année blanche. Le pouvoir en place devrait faire d'autres gestes. Vous savez qu'on n'est plus qu'à moins d'1 an de l'élection présidentielle, et il se pourrait que les 2 régions anglophones boycottent cette élection, ce qui pourrait ne pas la crédibiliser. Vincent. D'abord, une observation. On évoquait tout à l'heure la séparation du pouvoir et les leçons de Montesquieu. Là, en l'occurrence, c'est à nouveau, et comme toujours au Cameroun, le fait du prince. C'est le bon plaisir de Sa Majesté. C'est par un décret présidentiel. C'est pas une procédure judiciaire. Bon. Deuxième observation, moi j'ai toujours une crainte dans ce genre de situation, c'est la radicalisation. Et on s'aperçoit que la revendication, je dirais, sécessionniste, partitionniste, indépendantiste, qui était quand même extrêmement marginale, alors je ne dis pas qu'elle devient dominante du tout, mais vous avez des gens qui expliquent qu'ils sont passés de la thèse d'un retour au fédéralisme, qui a été en vigueur jusqu'en 1972, jusqu'au moment où Ahmadou Ahmadiyya donc a l'État unifié, oui. Proclamé l'État unifié. Eh bien, vous avez des gens qui ont tendance maintenant à glisser vers cette perception qui est beaucoup plus radicale. Donc ça, je pense que c'est un vrai souci, mais il faut revenir à l'histoire. Il y a eu un rapport récent de l'International Crisis Group, ICG, qui revient sur l'histoire du Cameroun, c'est-à-dire, en fait, l'ancien Cameroun allemand, qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, est partagé entre 2 tuteurs, la France par la et Société des Nations, oui. Notamment province sud-ouest, nord-ouest, pour l'influence londonienne, ce qui a un impact, évidemment, sur les traditions, sur le linguistique, etc. Mais la thèse de ce rapport, c'est de dire que on paye aussi aujourd'hui les arriérés d'une réunification qui n'a pas été bien gérée, bien maîtrisée. Bien sûr. Le propre de beaucoup d'États africains, malheureusement. Je vais juste ajouter à la suite de ce que vient de dire Vincent. Au moment de la réunification en 72, elle a été faite avec l'accord de 2 principaux leaders anglophones, qui étaient notamment John Gufoncha et Tandem Mouna. Donc ce n'était pas un rapport de force entre le côté francophone, dirigé par Ahidjo, et cette partie anglophone. Alors, pour revenir sur cette nouvelle colère dans les régions anglophones, cette région, quand même, a été punie collectivement ces derniers temps. 3 mois de coupure d'Internet, la répression disproportionnée dans certaines manifestations, des arrestations arbitraires, y compris au domicile même, des personnes arrêtées, peut-être sans doute pour distiller la peur. Bref, on voit mal, Stéphanie, que le simple arrêt des poursuites judiciaires règle le problème.
Bien sûr, non, le problème est loin d'être réglé. Il faut dénoncer, je pense à mon avis, la stratégie de pourrissement du pouvoir. Ça fait bientôt 1 an que cette crise a commencé, c'était en octobre 2016. Il y a une militarisation aussi de ces régions-là. Le Premier ministre Philomon Yang a fait une tournée en mars dernier. On a ouvert un dialogue et en même temps on réprime. Ce qui fait qu'effectivement, du coup, les contestataires se radicalisent et que beaucoup d'ailleurs évoquent désormais la sécession. Il y a même une chaîne qui a été créée, CBC TV, je crois, une chaîne sécessionniste. D'ailleurs, Issa Chiroma a prévenu, le ministre de la Communication, interdiction de diffuser, mais même de regarder cette chaîne. Donc le problème reste entier. J'ai lu aussi le rapport d'ICG et qui finalement fait craindre aussi pour le Cameroun. C'est titré les régions anglophones à la croisée des chemins et effectivement certains chroniqueurs se demandent si c'est pas le Cameroun qui est à la croisée des chemins et est-ce que ce système de cohabitation de plusieurs systèmes éducatifs, de plusieurs systèmes est viable dans l'état de gouvernance actuel? Dans l'état de gouvernance actuel, ça paraît en tout cas difficile, mais c'est plutôt un enrichissement, mais ce n'est pas considéré comme un enrichissement, en tout cas d'après les anglophones. Les deux langues officielles du Cameroun sont le français et l'anglais. Absolument, sont absolument. enseignés à l'école. Mais il y a quand même une frustration dans les zones anglophones. Alors est-ce que ce problème, cette crise, ne risque pas de devenir l'un des enjeux? D'ailleurs, vous l'avez peut-être un peu évoqué, l'un des enjeux de la présidentielle de 2018, Denise. Je crois qu'il y a de cela, mais il y a également cette mise en garde des Nations Unies, et c'est pour ça que le Cameroun a dépêché dans certaines capitales, notamment à Bruxelles et puis en Belgique et au Canada, des missions diplomatiques pour expliquer justement les raisons de cette crise anglophone. On ne sait pas encore quelle sera la solution, parce que je crois que ce qui se joue aujourd'hui aussi, c'est un rapport de force feutré entre la présidence de la République, avec notamment le secrétaire général de la présidence, et d'un côté le ministre de la Justice. Parce que la décision qui a été prise par le président Paul Biya de libérer et de lever les poursuites des 50 leaders, personne n'a vu ce texte. Donc, s'il s'applique, il s'applique à toutes les personnes qui avaient été arrêtées au début de la crise, c'est-à-dire aux 70 leaders. Or, aujourd'hui, seuls 50 sont libérés, et c'est pour ça que ces 50 estiment qu'ils ne veulent pas être la caution de ce pouvoir qui cherche encore un peu plus à les diviser. Voilà, déjà, c'est inexplicable qu'un décret qui libère des personnes ne soit pas publié. Par ailleurs, manifestement, Yaoundé ne veut pas dialoguer sur le fond avec ces militants anglophones. Pour Yaoundé, ça ne doit pas être un problème politique. C'est quasiment ça relève du droit commun, quoi, de délit, mais surtout pas, on ne veut pas parler de politique. Il est clair que le pouvoir camerounais ne veut à aucun prix entrer dans un type de dialogue qui, en creux, serait une légitimation d'une revendication autonomiste, en tout cas qui irait à l'encontre de l'idéal d'unité. Il veut bien discuter, mais à condition qu'à l'ordre du jour, il n'y ait ni le fédéralisme, ni la sécession. Bon. Et donc, moi, ce que je redoute par rapport au calendrier électoral qui a été évoqué à deux reprises, c'est qu'au fond, cette affaire des régions anglophones, c'est l'un des symptômes, l'un des nombreux symptômes d'un pouvoir totalement sclérosé. Et je pense que bouillonne dans ce pays pas seulement la question identitaire, communautaire et linguistique, mais aussi une question toute simple de démocratie, d'alternance et d'émergence de personnalités et de qui n'ont pas été vitrifiées par la fameuse opération Épervier au nom de la lutte contre la corruption, pour ne citer que cet exemple-là. Alors, soyons justes aussi, c'est que effectivement, si ces deux provinces se présentent comme des provinces déshéritées, il est vrai, mais qui procurent quand même l'essentiel des ressources, notamment pétrolières du pays. On peut aussi, les habitants du Nord Cameroun peuvent aussi se dire frustrés et se sentir abandonnés, Denise. Mais pour autant, il n'y a pas ce phénomène identitaire. Le problème de la décentralisation est global. Il concerne toutes les 10 provinces du Cameroun. C'est ça. Elle a été décrétée en 1996 et en 2004, il y a eu un rétropédalage du pouvoir. Donc aujourd'hui, les gouverneurs de province gèrent des préfectures, j'allais dire. Ils n'ont aucun pouvoir. Administrativement,
tout se passe encore à Yaoundé. Voilà, cette décentralisation n'est pas opérante. On évoquait pour du Kenya au Cameroun, on évoque beaucoup anglophone, francophone d'un côté, et c'est au Kenya parce que c'est un pays francophone. Donc je mets cette différence sur la table concernant le Cameroun. Est-ce que finalement aussi, il n'y a pas une différence de culture politique, on le voit déjà dans le système juridique, et qui peut rendre, pas incompatible, je souhaite l'unité de la nation camerounaise en tout cas, mais qui peut rendre difficile la cohabitation encore de régions, de cultures différentes, voilà. Héritées malgré la colonisation. Je veux juste préciser un fait d'histoire, c'est qu'en 72, au moment de la réunification, les anglophones avaient le choix. Soit être attachés au Nigeria, soit être attachés au Cameroun. Ceux qui ont fait le choix d'être attachés au Cameroun l'ont fait en toute bonne conscience. Mais pour autant, on n'a pas à les considérer comme des citoyens de seconde zone, ce qu'ils refusent d'être. Voilà. Et puis, ce pouvoir jacobiniste, finalement, de Yaoundé, qui veut régner sur tout et qui ne décentralise rien. C'est la fin de cette émission. Merci Denise Epoté, merci Stéphanie Hartmann, Vincent Hugeux, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à réécouter ou à revoir sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse qui vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.